Et c'est vrai que c'est une thématique qui attire relativement peu. En réalité, et c'est pour ça qu'à un moment, avec des collègues, on s'est dit il faut absolument que l'on pousse les étudiants d'histoire surtout, et puis ensuite tous les autres à venir collaborer à cette thématique du chiffre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par thématique du chiffre? Ce que nous voudrions faire dans ce réseau-là, c'est essayer de développer les approches critiques du chiffre. Autrement dit, alors qu'on en est inondé, tous les jours on entend un chiffre, le chiffre du chômage, les prix, on voit bien que ça augmente, c'est un chiffre, hein, le prix. Ce qu'on a dans son porte-monnaie, c'est aussi un chiffre. On est inondé de chiffres, mais on a très peu de critiques par rapport à ces chiffres. Donc l'objectif, en fait, hein, c'est que des étudiants s'emparent des chiffres et qu'ils arrivent à savoir comment on les fabrique. C'est ça l'approche critique. Étudier la façon dont on fabrique les chiffres, étudier les façons dont ils sont utilisés. On sait que les chiffres peuvent être manipulés, qu'on peut nous manipuler avec des chiffres complètement. Il y a une bataille de chiffres, Ukraine, etc., Gaza, bon, on en est vraiment inondé. Tout est résumé par ce nombre, et à tel point que, qu'on vous dise il y a 3 morts ou il y en a 5000, on en vient à être complètement tellement saturé qu'on ne fait plus la différence. C'est contre ce danger d'une banalisation finalement hein, qu'on essaye de mobiliser. Alors quand je dis on, derrière évidemment ce réseau, je ne suis pas toute seule, bon, il y a Babacar, il y a vous hein, aussi, évidemment, qui répondez. Il y a beaucoup de collègues aussi en France, hein, à l'Institut Marc Bloch, à l'IRIS, mon laboratoire, aussi à Nanterre, également à l'Université Paris 8. Hein. Donc il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Ce sont pour une grande partie des chercheurs en histoire, mais il y a aussi des sociologues, il y a aussi des gens qui sont des politistes, des économistes, on a plus de mal, mais il y en a ici, donc ça va, je suis rassurée. Des géographes, on a plus de mal, mais ça, mais il y en a ici beaucoup, donc je suis rassurée. Donc voilà. Alors l'idée en fait, c'est de créer un réseau, et que ce réseau puisse ensuite, à la fin du programme, là, de cette IRN, International Research Network, à la fin de ce programme, l'idée, c'est que le réseau continue à fonctionner. C'est que des étudiants, des doctorants, des chercheurs en Afrique et en Europe il y a un peu plus, mais en Afrique surtout, s'emparent de cette thématique et continuent à échanger autour de cette thématique. Donc voilà, on en a pour 5 ans de ce réseau-là. Et après, l'idée, c'est que au Cameroun, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, évidemment au Sénégal, et puis au Mali, et puis au Burkina Faso, et puis au Niger, j'insiste là-dessus, parce que vous savez que les relations en ce moment entre la France et ces territoires sont très problématiques. Ce réseau vise à essayer justement d'éliminer les frontières. On a tous usage des chiffres, et on est tous inondés de chiffres. Qu'importe, hein, les questions diplomatiques n'importent pas du tout, mais on n'y peut rien en fait, hein, c'est pas bon. Donc essayons de continuer à développer ce réseau, et merci d'être là pour ça. Alors, je vous présente très rapidement le programme de ces journées. Je ne vais pas du tout monopoliser la parole parce que vous le constatez, le programme est lourd. On a déjà un petit peu de retard. Ce soir, il y a un bateau qui nous attend pour aller faire une visite. Résultat, si nous prenons du retard encore, à ce moment-là, le bateau partira sans nous. Fort dommage. Pour ceux qui sont à distance, c'est pas très grave. Mais pour nous, nous tenons à la visite. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que si on prend plus de temps que prévu, ou qu'attribué, hein, de façon unilatérale, désolé, mais à ce moment-là, les derniers auront très peu de temps pour parler. Or, les derniers, et je commence par la dernière présentation de la journée, là, d'aujourd'hui, les derniers vont nous présenter, ça aussi c'est un objectif du réseau. L'idée c'est de faire présenter aussi et de faire circuler beaucoup, le plus possible, d'informations sur tout ce qui est disponible en ligne. On ne connaît pas, on connaît très peu en fait des archives qui sont disponibles en ligne. On ne connaît pas, et dans ces archives il y a des documents comptables, il y a des documents statistiques que tout le monde peut utiliser, qu'on soit chercheur ou qu'on soit doctorant ou qu'importe. Hein, Donc l'idée c'est qu'à chacune des manifestations du réseau, c'est la seconde, Babacar l'a rappelé, puisque c'était Tchang, hein, c'était le Cameroun qui avait inauguré cette série-là en mai dernier. L'idée c'est qu'il y ait systématiquement des archivistes, des documentalistes, des bibliothécaires qui viennent nous présenter les archives en ligne. Alors, c'est pas présenté comme ça, mais c'est de nous donner les moyens de pouvoir y accéder à ces archives.
pour tout simplement favoriser les échanges, faciliter la recherche, qui est beaucoup plus difficile dans certains territoires que dans d'autres, parce qu'on est éloigné des centres de documentation, parce qu'on n'a pas de connexion Internet très facile, je dirais l'accès en ligne, mais bon, voilà, et parce que aussi on méconnaît ces ressources. Alors, du coup, la journée se terminera par une présentation des archives de la, accessible en ligne, j'insiste, de la SDN, la Société des Nations et de l'ONU, les 3 archivistes de Genève. Alors ils ne sont évidemment pas là parce que c'est un peu loin, mais ils sont au froid là-bas à Genève et ils vont nous présenter de Genève la façon dont on peut accéder à leurs archives et aussi surtout le contenu de ces archives, qui peut intéresser tout le monde, évidemment historiens, sociologues, politiques, voilà. C'est la dernière de la journée. La matinée va se terminer par une approche des sociétés, travail et migration. Les chiffres visent à renseigner sur toutes les caractéristiques démographiques et qu'il s'agisse de flux ou de stock des populations. Donc voilà, quelles statistiques peuvent être utilisées pour, et là c'est très difficile parfois, mais pour aborder les questions des migrations, et voire même du volume ou des volumes de la population. Donc ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi une journée demain, alors, qui commencera par une session sur statistiques et comptabilité agricole. Les liens entre statistiques et comptabilité sont très importants. Statistiques, c'est chiffres publics pour aller très vite, ou destinés à être publics. Et puis, comptabilité, ce sont les chiffres dits privés, parce qu'elles sont fournies en principe beaucoup quand même par des individus ou des entreprises. Les liens à faire entre comptabilité et statistique sont à creuser, bien entendu. Il faut être aussi critique, à mon avis, par rapport à la comptabilité. On le sait, la double comptabilité, tout à quoi peut servir la comptabilité, je ne vous apprends rien. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est demain, pardon, sur les comptabilités et les statistiques agricoles. Pourquoi et comment compter les ressources, évidemment les ressources agricoles. Donc on aura là plusieurs communications. Et puis ensuite, diversité des modes de comptage et leurs enjeux. Un aspect très important de ce réseau, je l'ai dit, c'est de développer l'approche critique. Évidemment, s'intéresser aux enjeux des chiffres, cesser de les gober, de les avaler, de mal les digérer ou bien les digérer. C'est un des objectifs. Donc cette session tentera de répondre à ça. Et puis enfin, pour le programme du réseau, c'est statistiques précoloniales, ça c'est très bien. Colonial, c'est un peu ce qu'on fait le plus en fait dans ce réseau pour le moment. Et puis post-colonial, donc ce qui serait très bien, c'est qu'il y ait des communications, il n'y en a pas, mais sur les liens entre les chiffres précoloniaux et les chiffres coloniaux. Ça a quand même été extrêmement violent, cette colonisation, je ne vous apprends rien. Bon, est-ce qu'on a retenu ou pas tous les modes de comptage, toutes les avancées sur les usages du chiffre et la manipulation des chiffres, manipulation au sens propre du terme. Quand les colons sont arrivés, ils ont gommé complètement ce qui existait, et la façon de compter aussi, c'est peut-être l'un des échecs de la statistique coloniale, qui en fait n'a pas éclairé beaucoup. On ne peut pas le dire vraiment. Bref, donc voilà. Alors, et là, on a une proposition d'un panel de l'université de Washington, c'est le département des affaires africaines, et ils ne sont pas là non plus, décoloniser les données de la recherche. Donc on a 3 communications qui vont interroger cette thématique. Et puis enfin, des conclusions, et ce sera la fin de la journée, de ces 2 journées. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien qu'il ne faut pas du tout hésiter à poser des questions à la fin de chacune des interventions, pour chacun des intervenants, c'est maximum. Vous gérez votre temps quand vous intervenez, mais dans un cadre très rigoureux, c'est maximum une demi-heure de présentation. Si vous voulez laisser une grande marge, une grande place à la discussion, vous pouvez vous arrêter en 20 minutes. Il y aura 10 minutes de discussion. Et si vous ne voulez pas de discussion, c'est un peu dommage, mais chacun fait comme il veut, et bien à ce moment-là, voilà. Si vous avez peur, bref, vous pouvez utiliser vos 30 minutes. On trouvera de toute façon le moyen pendant les pauses de vous remettre en face des interlocuteurs. Si vous voulez pas, donc ne vous inquiétez pas, vous serez quand même soumis à ça. Mais voilà, donc maximum 30 minutes, je vous demande de respecter. On a reçu un très grand nombre, et ça merci à ceux qui sont à distance et à ceux qui sont là. On a reçu beaucoup de diaporamas, et ce qui va nous éviter de perdre du temps. Alors, si jamais vous n'avez pas envoyé votre diaporama, ou si jamais vous voulez vous manipuler le diapo, à ce moment-là, pas de problème, on vous passera la main. Ça perd du temps, mais c'est pas grave, chacun gère comme il peut, et comme il veut aussi, surtout. Et voilà. Bon, donc je vous souhaite 2 très bons jours de journée, là, 2 très bons jours de journée, de colloque, je ne sais pas comment appeler ça, de séminaire.
Et ben, allons-y. On peut commencer du coup. Je vous laisse la parole. Donc, on remercie beaucoup d'être là. Merci. Et je remercie quand même, une dernière chose, l'accueil chaleureux de Saint-Louis du Sénégal, qui est une ville magnifique, et de tous ceux qui y sont, qu'ils aient ou pas une autorité sur place. Bien entendu, merci pour votre accueil, bien entendu Babacar, et bien entendu mon voisin de gauche. Je passe la parole. Donc, chers membres participants en ligne et en présentiel, donc nous sommes aujourd'hui réunis pour les deuxièmes journées académiques de votre réseau sur le thème « Les chiffres des recherches en Afrique francophone, progrès et défis ». Alors, le réseau compte qui réunit des chercheurs de diverses disciplines est un modèle de réseau où les statistiques côtoient les sciences sociales pour proposer des approches holistiques à l'étude des questions complexes de recherche sur la santé et la société. Professeur Fall, vous disiez tout à l'heure l'importance des statistiques. La science des statistiques est utile pour choisir objectivement un échantillon, pour faire des généralisations valables à partir des observations faites sur l'ensemble d'échantillons, mais aussi pour mesurer le degré d'incertitude ou la fiabilité des conclusions qui sont tirées. C'est pour l'Université Gaston de Berger de Saint-Louis, ce réseau est important dans notre dispositif de recherche, comme en témoignent les nombreuses collaborations entre les chercheurs de vos réseaux et ceux de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et toutes les activités soutenues par votre réseau entrent en droite ligne avec le plan stratégique de l'Université Gaston Berger, qui sont dans l'axe qui vise l'amélioration de la qualité de la recherche et de l'innovation afin d'attirer les meilleurs chercheurs et d'apporter des réponses techniques aux défis de notre société. C'est donc avec un réel plaisir que nous vous accueillons et espérons que vos travaux durant ces 2 jours vont contribuer à renforcer la cohésion de nos équipes et à dégager de nouvelles pistes qui feront avancer la recherche dans nos différentes institutions respectives. Donc, au nom du recteur, je déclare ouvert les deuxièmes journées académiques sur le thème des chiffres et les recherches en Afrique francophone, progrès et défis. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à la première conférence, la conférence inaugurale. Je rappelle que nous aurons 6 séances d'ici demain, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Touchelet. 6 séances en 2 journées, donc 3 séances par jour, et en plus d'une séance de clôture, une séance de conclusion qui va ouvrir les perspectives de ces réseaux. Et ces 6 séances seront aussi précédées par la séance d'aujourd'hui, qui est une séance d'ouverture, une séance inaugurale, qui sera animée par le docteur Soufiane Moussa. Soufiane Moussa est démographe, il est économètre aussi. Et il est du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales, l'ARTES, de l'IFAN de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, cette conférence sera discutée par M. Babacar Diagne, qui est aussi de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Conférence qui portera sur le thème « Les statistiques dans les sciences sociales, quelles pistes pour une utilisation réussie ?» Monsieur Moussianou, je vous donne la parole pour vraiment mettre le pied dans le plat pour ces deuxièmes journées chiffrées, classées en situation coloniale du réseau Count. Je suis très heureux d'être avec vous. On m'a chargé de planter les décors par cette première conférence thématique, cette session thématique sur un sujet aussi brûlant qui est celui des statistiques. C'est une lourde charge parce que les faire en présence de ces maîtres, nous sommes à l'université, nous avons je pense des personnes beaucoup plus qualifiées pour cela. Mais qu'à cela ne tienne, on va essayer de tenir l'exercice pour partager avec vous ce que j'appellerais des excuses, voire des gags à certains moments sur une carrière plutôt courte, mais je pense qu'elle a été motivée parce qu'on a parlé tout à l'heure
les statistiques et de leurs enjeux, mais nous avons heureusement en tout cas des aînés qui sont aussi passionnés par les chiffres et qui nous ont chiffrés entre guillemets pendant des années sur la question des chiffres et de leur production, de leur qualité. Alors, mon intervention s'articulera autour de 5 points. Dans un premier temps, j'essayerai de clarifier un peu le concept en traduisant ce que seraient les statistiques et ensuite qu'est-ce que seraient les sciences sociales et finir par planter les décors en termes de relations entre elles. Ensuite, je m'attellerai un peu à dégager les principaux usages qui sont faits en sciences sociales et statistiques pour revenir ensuite sur les contraintes et aussi les précautions qui permettraient de prendre l'utilisation des statistiques sur le domaine des sciences sociales. Et je vais ensuite parler un peu des perspectives qui me semblent se dégager par rapport à cette question d'utilisation optimisée ou optimale des statistiques dans les sciences sociales. Et enfin, revenir sur 2-3 mots qui me semblent très importants à retenir de la présentation. Alors, directement sur les statistiques. Les statistiques peuvent être définies de manière globale ou à résumer sur l'utilisation des méthodes mathématiques dans les domaines pour collecter, traiter et aussi analyser les données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Donc, il s'agit d'une approche hypothético-déductive. Autrement dit, M. le directeur l'a annoncé tout à l'heure, c'est que les statistiques sont avant tout, et c'est souvent ce qui n'est pas fait dans les médias, ce qui n'est pas fait dans les politiques en fait, les données, c'est une approche hypothético-déductive. C'est-à-dire qu'on parle d'un certain nombre d'hypothèses pour arriver à un certain résultat, un certain nombre de résultats qui, par définition, ne sont valides, ne sont valables que si les hypothèses sont respectées, sont corroborées, comme on l'a dit. Nous avons également là une approche qui interroge aujourd'hui, parce que les chiffres sont devenus clés dans la communication politique, de la communication entre nous. Au sein des ménages, c'est le budget, c'est les revenus, c'est les achats. On va faire toujours des courses, il faut estimer les choses. Mais il y a un premier aspect qui me semble très important par rapport aux statistiques, c'est qu'on n'arrête pas souvent sur l'essence des indicateurs qu'on utilise. J'enseigne les statistiques et souvent j'ai des étudiants qui sont en dernière année d'ingénieur en statistique et en économie dans nos écoles. Je leur pose la question, c'est quoi la moyenne? Et je vous assure que jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé un étudiant qui m'a défini c'est quoi une moyenne. Ils vous diront tous les ceux qui se somme de xi plus ni divisé par la somme de n. Ça, ils vous le diront de manière négative. Mais quel est l'essence sociale? Quel est l'essence courant des statistiques? Parce que souvent, on a tendance à inverser les choses. On pense que les indicateurs viennent avant la demande, alors que les indicateurs statistiques sont faits pour répondre à des demandes bien précises. Donc, la question du sens propre des indicateurs, la moyenne, qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que la moyenne de revenu des Sénégalais est de 2500 $, ça veut dire quoi concrètement? C'est assez problématique par rapport à ces sens-là de la compréhension des statistiques. Et là, je voudrais un peu rappeler cette connotation humoristique du poète italien Toulouse qui disait en gros que si nous sommes deux et que quelqu'un mange 2 poulets et que moi je ne mange aucun, enfin si vous mangez 2 poulets et que moi je mange un, en moyenne les statistiques disent que chacun a mangé un poulet. Voilà, donc c'est assez problématique dans certaines situations de revenir sur l'essence des choses et de se rendre compte que à travers certains indicateurs, on perd beaucoup d'informations et on traite des situations qui sont parfois très loin de la réalité et l'essence qu'on peut leur donner. Alors pour les sciences sociales, je ne sais pas si je peux faire une remarque par rapport à des demandes par rapport à la partage de diapos en ligne. Il y a des gens qui se disent les diapos qui sont partagés en ligne. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, les sciences sociales, l'approche traditionnelle, c'est un ensemble de méthodes qui interrogent en gros le comportement humain, qui s'applique de manière individuelle, mais surtout de manière collective, à travers un certain nombre de disciplines, une dizaine de disciplines. Je ne vais pas les dénombrer, mais disons que ça va en ordre par l'alphabétique de l'anthropologie à la sociologie. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les liens des statistiques et des sciences sociales est interrogé même par des gens qui ne sont pas des leaders des sciences sociales. Récemment, un auteur et physicien américain très réputé a publié un papier qui a été discuté d'ailleurs sur le site du CNRS français, où il pose la question de la modélisation. Est-ce qu'il est possible de modéliser la société? Et je vous laisse un peu imaginer sa réponse. C'est complètement difficile, très difficile de mettre
la société en chiffres. Et c'est ce qui traduit en fait la deuxième image qui est en bas sur comment aujourd'hui, la toute très illustrative des contraintes liées à la question des modélisations des sociétés, parce que vous avez des individus qui tournent autour de l'ensemble, qui sont des outliners donc d'une part, mais aussi nous avons à un moment il faut traverser une partie de la population, mais à quel niveau cette partie de la population représente effectivement la population entière, ce sont des enjeux sur lesquels on va revenir un peu plus tôt. Alors, d'un point de vue conceptuel, les liens entre les statistiques et les sciences sociales, nous avons, d'un point de vue historique et aussi épistémologique, deux grandes tendances. Il y a des auteurs qui sont plus ou moins, ou des mouvements qui sont très favorables, ou disons plutôt favorables à l'utilisation des statistiques et des sciences sociales. Nous avons un grand nombre de mouvements, mais j'ai cité trois, le positivisme, le structuralisme et le constructivisme. Et de l'autre côté, nous avons également un certain nombre de mouvements de courants de pensée qui sont plutôt réticents à l'utilisation des statistiques, notamment l'interprétativisme, la critique sociale et la phénoménologie. Alors, le deux mouvements, si vous regardez dans le fond, ce qui les différencie, c'est la question de la confiance justement aux chiffres. C'est pas que les chiffres ils existent, on les utilise tous les jours, mais la question c'est est-ce que les chiffres sont assez robustes, assez conséquents pour pouvoir traduire une réalité sociale qui mérite d'être partagée, qui mérite d'être prise en compte comme étant une réalité scientifique pouvant permettre notamment de changer la société. Alors, par rapport à cette question, je vous révélerai vers les travaux du professeur Abdeslam Fall, qui dispose d'une grande bibliographie par rapport au classement de ces courants de pensée et par rapport à la position des uns des autres par rapport à la question des statistiques. Alors, les statistiques et les sciences sociales, comment aujourd'hui en sciences sociales on utilise les statistiques? Naturellement, il s'agit de puiser des outils statistiques de manière générale pour pouvoir améliorer la construction des savoirs, pour pouvoir développer le niveau de connaissance en sciences sociales en utilisant l'approche basée sur les chiffres, bien sûr. Donc, il s'agit d'abord de puiser des méthodes statistiques, des méthodes pour pouvoir collecter les données de qualité. Ça, c'est le premier boulot d'étranglement, je dirais, de l'utilisation des statistiques en sciences sociales. C'est déjà de disposer de matériaux qui sont les données de qualité. Et ça, c'est un enjeu majeur sur lequel on va revenir un peu plus tard. La question également, la deuxième articulation, c'est celui de décrire les populations, les individus sur lesquels porte sur l'analyse sociologique ou en tout cas de manière générale sur les questions de sciences sociales. Et là, le but, généralement, il s'agit d'identifier les individus, de faire leur profilage, mais également de différencier les individus, de les regrouper en classes, ce qui permet d'améliorer les conclusions et les analyses. Ensuite, on commence à développer un peu le niveau d'analyse. Il faut comprendre et expliquer. Alors ça, c'est surtout les économistes qui sont, de plus en plus les sociologues s'intéressent à ces questions-là également, mais les économistes et les économètres sont particulièrement passionnés par cette approche-là d'expliquer les phénomènes. Il faut expliquer la croissance du PIB, il faut expliquer le niveau des inégalités sociales, mais en sciences sociales également, je pense que le niveau d'intérêt à ces questions de modélisation se développe chaque jour. Il faudrait comprendre, je suis démographe, mais la question de préférence par rapport au nombre d'enfants, la question de l'accroissement démographique, la question du choix de planification familiale, donc des méthodes de planification familiale. Aujourd'hui, les démographes sont devenus quasi concurrents des économètres sur l'utilisation des méthodes statistiques pour comprendre et expliquer certains phénomènes. Mais comprendre et expliquer ne suffit pas. En fait, le but, la finalité, à mon humble avis, c'est celui de prévoir les phénomènes. Parce que si on comprend et qu'on explique, mais on n'arrive pas à prévoir, on est handicapé. La question de connaître les choses aujourd'hui telles qu'elles sont, ou les connaître, les décrire telles qu'elles étaient hier, c'est très important. On a déjà fait un grand pas. Mais pouvoir définir les choses telles qu'elles seraient demain, et pouvoir également, la question de la prospective aujourd'hui par rapport à la demande publique, prévoir des scénarios de développement des phénomènes sociaux à l'avenir, à moyen, à court ou à long terme. Aujourd'hui, c'est un défi majeur et c'est très difficile. Et là, quand on combine un peu la question de la modélisation et de la prévision, à mon avis, il y a une confusion qui pèse lourd d'un point de vue méthodologique, mais également d'un point de vue application et interprétation des statistiques. C'est la confusion qui existe, peut-être qui est savamment entretenue entre la causalité et la corrélation. Ce sont deux choses totalement différentes. Les statistiques, nous savons très bien évaluer les corrélations. Peu importe les types de variables, qu'elles sont quantitatives, continues, ordinaires, nominales, nous avons des outils qui nous permettent de bien évaluer la corrélation, c'est-à-dire le niveau, si vous voulez, de liens d'accroissement convergents ou divergents entre deux variables. Ça, nous savons très bien le faire.
Mais la question de la causalité, nous sommes très peu capables dans beaucoup de phénomènes sociaux de les faire. Dire que c'est telle variable X qui est la cause de Y, comme on pourrait le faire en médecine ou en physique. Mais en sciences sociales, arriver à dire la causalité à partir des outils quantitatifs, avec des méthodes quantitatives, c'est assez délicat et il faudrait des outils beaucoup plus avancés parce qu'il y a des contraintes qui sont supérieures à celles de la corrélation. Il faudrait qu'il y ait une antériorité. Le causant doit être antérieur à la cause. Donc il faut déjà des données qui sont temporelles. Ensuite, il faudrait qu'il y ait des événements d'exclusivité ou encore de convergence d'exclusivité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le causant, les phénomènes étudiés n'auraient pas existé. Sinon, ça ne serait pas une cause. Donc, en médecine, en tout cas, les épidémiologues, épidémiologistes, disons, ils sont beaucoup plus à l'aise dans ces approches-là, mais en sciences sociales, ce qu'on regarde souvent, c'est un glissement en réalité, c'est un surplus d'interprétation de la corrélation que de la causalité. Donc ça, c'est un autre biais, à plus de celui de la qualité des données, sur lesquels je pense qu'on pourra revenir un peu plus tard pour discuter de ces aspects-là. Alors, les applications concrètes. Naturellement, nous sommes à un séminaire sur les sciences sociales. L'application concrète de ces approches-là, c'est d'étudier les phénomènes sociaux. Je ne vais pas m'étaler là-dedans. On a vu déjà quelques applications, mais il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que les statistiques sont aussi utilisées en recherche fondamentale comme en recherche appliquée. Il y a beaucoup, je vais revenir un peu plus tard sur le côté appliqué sur l'utilisation des statistiques, mais en termes de recherche fondamentale aujourd'hui, c'est que la liberté notamment du chercheur, c'est qu'on peut se permettre tout type de croisement, tout type d'analyse pour permettre d'arriver à une conclusion, à des résultats qui seraient nouveaux par rapport à l'état de connaissance. L'autre chose qui est très intéressante, à mon avis, notamment, je vais revenir un peu plus tard là-dessus sur la question des données disponibles, c'est d'analyser les choses dans leur évolution dans l'état et l'espace. Alors, j'ai mis une image qui est en haut à droite sur l'évolution du poids des pays par rapport à leur population dans le monde, et on voit un peu la dynamique avec les illustrations qui sont très avancées, une dynamique qui s'opère en 100 ans sur la place de chaque pays par rapport à son poids démographique dans le monde. On voit la Chine qui quitte la première position, qui était toujours première jusqu'aux années 2007-2008, vers 2017-2020, était reprise maintenant par l'Inde, et la Chine qui reste toujours deuxième, les États-Unis qui glissent de la troisième à la cinquième position, ainsi de suite. Donc cette approche dans le temps et l'espace aujourd'hui, je pense qu'en sciences sociales, c'est l'un des domaines sur lesquels la recherche et aussi la demande sociale s'intéressent de plus en plus. L'autre chose, bien sûr, axe de grande utilisation des statistiques en sciences sociales, c'est la question de la formulation et le suivi et évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un intérêt manifeste, surtout des populations par lesquelles les politiques sont obligés de répondre, celui de dire mais qu'est-ce que vous avez fait, quels sont les changements qui sont faits. Donc l'utilisation des statistiques dans ce domaine aujourd'hui est indispensable et la demande est de plus en plus croissante. C'est dans tous les secteurs de la vie courante, de l'éducation, la santé, les transports, l'évaluation, partout, on aimerait avoir des chiffres qui seraient fiables, qui seraient utiles, qui seraient pertinents. Et aussi, l'utilisation des statistiques qui est de plus en plus nouveau également avec l'intégration de la composante qu'on appelle en anglais les MIL, donc le suivi, évaluation et l'apprentissage, c'est la question de définir des situations de référence et des situations cibles et de valeurs cibles. Alors souvent, on parle, j'ai illustré cela par les 7 OMD, les objectifs de développement durable. On a fixé des chiffres qu'on aimerait atteindre, des objectifs qu'on aimerait atteindre en 2025, donc demain. Mais on est parti d'où? Ce n'est pas désigné. Est-ce que déjà les objectifs ne sont pas déjà dépassés au moment où pour certains indicateurs, au moment où on les fixe? C'est une bonne question parce qu'il faut d'abord connaître la situation à l'état actuel de manière rigoureuse pour pouvoir dire voici ce qu'on aimerait atteindre avec l'intervention publique. Mais surtout, notre question, c'est est-ce qu'on n'a pas été très ambitieux par rapport à l'atteinte de ces chiffres-là, ce qui fait qu'au finish, on sera comme avec les OMD, on sera dans une situation où on aura un échec cuisant par rapport à l'ensemble, le plan mondial en tout cas, des politiques qui sont mises pour atteindre un certain nombre d'objectifs qui sont plus ou moins nobles, c'est ce qu'on veut. Alors, par rapport à la question de l'utilisation des sciences publiques dans les politiques publiques, pour moi, les défis premiers, c'est tout au niveau, on l'a évoqué également par les autres conférenciers, c'est la question de la fiabilité. Aujourd'hui, la question de la crédibilité des statistiques officielles est un enjeu majeur qui aujourd'hui est mis en cause ou encore il y a un problème de confiance de fond en tout cas de certaines populations par rapport à ce qui est avancé
de manière publique par les autorités sur l'état des indicateurs sociaux et aussi souvent qui sont produits avec l'appui des chercheurs des sciences sociales, mais qui sont remis en cause par un certain nombre d'acteurs. Alors là, il y a des auteurs politiques qui sont plus modérés, non, mais qui n'aident pas. Par exemple, l'expression de Churchill qui disait « Je crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées », c'est des expressions qui sont très reconnues, qui sont très répandues, ça n'aide pas. Et aujourd'hui, également, par rapport à un défaut statistique qui fait que la statistique traduit un certain nombre de tendances qui sont communes ou moyennes ou tendancielles, mais les citoyens lambda ont l'impression que lui, il n'est pas concerné. Je pense que je prends un cas qui est aussi récent, c'est la question du recensement publié par la NSC. Je suivais avec passion les débats. On a l'impression qu'on a fait un petit sondage pour ceux qui étaient au Sénégal au moment du recensement. Je pense qu'on a l'impression que personne n'a été recensé en réalité. Mais personnellement, je n'ai pas été recensé. Mais en fait, j'ai été recensé statistiquement parce que les hypothèses qui sont émises, on a un taux, si je ne me trompe pas, d'enquête de couverture du recensement de 95% environ, ça veut dire qu'il y a plus ou moins 5% de la population qui n'a pas été recensée. Mais ça, on ne le dit pas. Même si on le dit, on ne s'y intéresse pas. Parce qu'on s'attend, on s'approche à la définition que les statisticiens eux-mêmes donnent du recensement, c'est lui d'une enquête exhaustive. Donc, si vous dites que vous allez faire une enquête exhaustive, il faudrait que tout le monde se sente pris en compte et malheureusement ou heureusement, les terrains commandent et les aléas des terrains, on ne peut rien y faire. Certains individus ne seront jamais enquêtés par les activités. Alors, concernant toujours la question de l'utilisation des statistiques et des sciences sociales, l'ouverture ou l'univers des possibles, il est très large et je pense que la communication, quand j'ai regardé un peu ce qui est prévu au programme, on sent cette relation multivariée entre statistique et sciences sociales parce que les sujets qui seront évoqués sont larges. C'est en 2 jours, c'est en 6 communications, mais quand vous regardez la matrice des sujets qui seront évoqués, elle est très grande. Il y a les interrogations méthodologiques qui seront faites, il y a la question de l'enfance, il y a la question des statistiques nationales, des politiques de statistiques, il y a les questions sectorielles comme la migration, les genres, l'histoire qui sont également évoquées, il y a les statistiques en ligne, qui est pour moi un des enjeux majeurs, je vais revenir un peu plus tard là-dessus. La question de la gestion des savoirs également est évoquée, les statistiques agricoles, élevages et forestières, aujourd'hui peut-être, à part les statistiques agricoles, sont très peu connus. Nous avons fait une étude sur la question, enfin un forum alimentaire sur la question de la prospective alimentaire du Sénégal. On a fait l'étude entre 2019 et 2020 et on se rend compte que sur la question de la foresterie, il y a très peu de connaissances ou encore les connaissances sont disponibles, mais ne sont pas accessibles. Donc c'est très intéressant qu'on revienne aujourd'hui sur ces aspects-là. Mais également, il y a un aspect historique très profond. C'est normal, je pense que Bakar parle aussi du réseau lui-même à des problématiques historiques. La question de la reconstruction des données statistiques, de la décolonisation, je pense que ce sont la question des barrages des identités aussi. Je peux parler de ça dans certaines communications. Je pense que ça montre vraiment qu'il y a un environnement, une ouverture totale des statistiques et une intégration totale des statistiques dans les problématiques qui sera évoquées. Alors, quelles sont les contraintes principales qui me semblent à prendre en compte quand il s'agit de l'intégration des statistiques qui, encore une fois, sont des méthodes hypothético-déductives, dans une approche des sciences sociales où on est plutôt centré sur l'humain. Le premier, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la question des biais. Je l'ai évoqué tantôt. Les biais, ils sont malheureusement sur toute la ligne. De la conception du projet de recherche à l'analyse des données, il peut y avoir des biais qui se glissent. Ce n'est pas le moment ici de revenir sur leur sens et interprétation statistique, mais l'idée c'est de dire comment faire pour arriver à avoir en fait donné des statistiques de qualité et ensuite une méthode d'analyse également qui répond aux questions des recherches qui sont évoquées. Pour moi, le premier niveau de solution, c'est celui du protocole et de leur validation. Je pense que les chercheurs, nous ne le faisons pas parfois. On se met souvent tout seul pour écrire certaines choses. Alors au Sénégal, nous sommes heureux, nous sommes dotés en tout cas pour ceux qui travaillent sur les questions de santé, d'un centre d'éthique pour la recherche en sciences de santé. Le laboratoire, la thèse, en tout cas, nous soumettons toujours nos protocoles d'études à ce comité d'éthique pour avoir les faits verts. Dans les cours, ils ont toujours des remarques très pertinentes également. Donc ça prend un peu de temps administratif pour la collecte de données, pour conduire le projet de recherche, mais c'est quelque chose qui vaut la peine. Il faut partager ces protocoles pour avoir des retours des autres chercheurs sur l'ensemble de l'approche qui a été adoptée. Le deuxième niveau de contrainte, c'est la question des agents de terrain. Alors peut-être c'est
côté collecte de données, c'est le plus grand goulot d'étranglement. Il faudrait former, on les forme, il faudrait se réveiller sur le terrain, mais très souvent, on se rend compte qu'il y a des problèmes de la qualité de données et c'est lié à la collecte de données, au comportement des agents de terrain, excusez-moi de la répétition, mais je dirais sur le terrain. Parce que on a beau les choisir, souvent ceux qui sont très expérimentés parmi eux développent des stratégies d'optimisation de leur temps de travail qui a une conséquence négative sur la qualité des données. Donc il faudrait se réveiller, mais au laboratoire également, parmi nos méthodes toujours strictes qu'on applique, c'est qu'en plus de la formation du pré-test qu'on fait, mais on a un recheck qu'on fait selon les budgets entre 10 et 20% de l'ensemble des données collectées. Donc un échantillonnage des données qui ont été collectées par les agents de terrain, et de manière aléatoire, nous tirons 10 à 20% et nous reportons dans une autre équipe qui va revoir des questions clés. On ne va pas réaliser tous les questionnaires, mais c'est des questions clés, voir est-ce que les réponses au recheck sont conformes à ce que les agents de terrain ont reporté sur nos bases de données. Donc ça, c'est en plus l'outil informatique qui permet de réduire les temps et aussi la qualité, enfin d'améliorer la qualité des données. Les recheck, pour moi, c'est une recommandation fondamentale. C'est un budget, mais la statistique a un coût et la qualité a un coût encore plus élevé. Donc il faudrait passer à ces outils-là pour parvenir à des données de qualité. L'autre chose, c'est justement un triple équilibre assez difficile à faire souvent entre les questions des recherches, les données qu'on veut analyser et les données qu'on veut analyser et enfin les ressources disponibles. Souvent, quand on lance un projet de recherche, on a envie d'être large, beaucoup de sujets et par conséquent de mettre la pression sur les agents de terrain. On a des délais très courts parce qu'on a des budgets souvent très limités, mais ça se traduit avec les conséquences sur la qualité des données. Donc, à ce niveau, il faudrait être, je dirais, juste milieu pour permettre d'avoir une harmonie entre les questions qu'on veut traiter aussi les ressources disponibles pour faire la collecte. Il y a un autre biais souvent que je rencontre avec mes collègues, mais je pense qu'avec le temps, on est arrivé à trouver la solution ou à se faire confiance par rapport à ces choses-là. Souvent, quand on n'est pas statisticien, on a l'impression on a deux grands biais. Le premier, c'est celui de dire qu'il faut des grands échantillons. C'est qu'il y a déjà une entorse à la méthode statistique, parce que la statistique, également, l'un des premiers pas, il y a des techniques qui permettent, suivant les situations, les questions de recherche, d'estimer la taille minimale de l'échantillon. À un moment, je dirais ceux qui ne sont peut-être pas très de statistiques, de faire confiance à ces approches-là. Si on doit faire confiance à la statistique, c'est de toute la chaîne des outils statistiques. Donc, depuis l'élaboration de l'échantillon minimal, parfois, et le problème de cette formule de l'élaboration de l'échantillon, c'est là peut-être qu'elle désoriente, c'est que c'est une formule qui n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire et a tendance à saturer. Dès qu'on dépasse 20 000 individus, dès que la population dépasse 20 000 individus, on a tendance à ne plus voir de variance, enfin de changement de la taille minimale de l'échantillon qu'il faut pour enquêter le phénomène. Et ça dérange. Si vous prenez à quelqu'un qui n'est pas très habitué, vous dites, OK, je fais une enquête au Sénégal avec environ 18 millions de personnes, avec tel nombre d'échantillons, et vous partez, vous dites, OK, en Côte d'Ivoire, où j'ai peut-être 30 millions d'habitants, mais c'est juste que j'ai augmenté 20 ou 30 personnes, c'est assez déroutant, parce que le Sénégal, voilà, vous avez une population de 18, vous avez, j'ai dit un chiffre comme ça, par exemple, 10 000 individus pour votre échantillon, et vous partez dans une population presque 2 fois plus, mais il faut augmenter juste 30-40 individus pour rester toujours significatif. Alors, c'est assez déroutant à première vue, mais ce sont les méthodes, ce sont les outils qui sont comme ça, qui ont tendance à assez logarithmique, c'est-à-dire que plus la population est élevée, moins l'échantillon nécessaire est plus grand. Donc, ce niveau de confiance-là, par rapport à la question de la représentativité de l'échantillon, elle est très importante et il faudrait la respecter. L'autre biais qui me semble important, c'est pour certains, une certaine passion pour les formules ou les approches très avancées. Il y a des situations sur lesquelles les outils élémentaires, entre guillemets, les statistiques répondent largement aux questions qui sont posées. Là également, il faut faire confiance. On n'a pas besoin de modèles mathématiques très avancés pour répondre à certaines questions. On peut utiliser des outils très, très simples, des graphiques très simples pour pouvoir avoir des résultats percutants par rapport aux questions qui sont posées. Et là, j'ai souvent, je rappelle aux étudiants l'expression de Box qui dit, c'est un grand statisticien anglais qui disait all models are wrong, some are useful. En gros, il dit que tous les modèles sont faux, seulement certains sont utiles. Donc, la modélisation, par définition, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Ce n'est jamais la réalité.
C'est juste une représentation de la réalité à un certain niveau. On a l'illustration souvent de dire, ok, si je dessine un poisson là sur les tableaux, vous allez tous dire que c'est un poisson, mais c'est pas un poisson. Je fais un dessin en 2 schémas, en 2 dimensions, et qui représente un poisson. Et on peut travailler sur un tableau avec le professeur de biologie fera son travail, ses cours sur la base de ces schémas d'un poisson, mais ce n'est pas réellement un poisson, parce que c'est un poisson, il est en 3 dimensions, et là, ceci, c'est là, qui ne sont pas du tout représentés sur la figure, mais on accepte que c'est le dessin qui est fait sur les tableaux représente en gros un poisson, parce qu'il est différencié d'un chameau, il est différencié du dessin d'un humain, donc on peut travailler sur ces schémas-là, sachant que ce n'est pas réellement un poisson. Alors, pour aussi la question des statistiques, souvent, dans le domaine, on voit cela dans le domaine de certains domaines comme de la migration ou de l'identité, c'est que trop d'informations tue l'information. Donc, souvent, en fait, les individus, notamment qui sont entre l'un et l'autre, donc les individus qui sont pas plus ou moins intégrés à la moyenne d'ensemble, ils ont tendance à tirer soit très haut, soit très bas l'information continue. Donc, il faudrait faire attention par rapport à ces points-là, de regarder correctement les données pour identifier les individus qui sont entre guillemets anormaux, en tout cas par rapport aux événements qui sont étudiés, donc des études soit à part, soit de les élever carrément de l'analyse, parce qu'ils perturbent les phénomènes qui sont étudiés. Alors, il y a une représentation caricaturale qui est faite souvent, c'est de dire que si vous posez que un de vos étudiants il a 20 au premier devoir, il a 0 au deuxième devoir, mais en moyenne il a 10. Donc, on a 2 grands défauts ici, à titre illustratif de la moyenne. La moyenne a un problème, je m'attarde là-dessus parce que c'est pratiquement la statistique sur laquelle on produit le plus d'informations. La moyenne a 2 grands problèmes. Le premier, c'est celui que j'avais démontré, c'est qu'elle est très sensible aux valeurs extrêmes. Donc, on a quelqu'un qui a 10 au premier devoir, 0 au second, mais il a moins de 10. Donc, c'est vraiment très tiré entre les deux. Et le deuxième défaut, également, cet exemple-là le traduit très bien, c'est que la moyenne peut être non observée de la population. Et ça, c'est un grand danger. Donc, avant de présenter une moyenne, par exemple, il faudrait s'assurer qu'elle a une image qui représente quelque chose dans la société qui est étudiée. Et là, il a 20 et 0, il a 10. Mais 10 n'est aucunement parmi ces notes réelles. Donc, comment peut-on avoir un représentant qui n'est pas de la population qui est étudiée? Ça, c'est un gros problème. Et souvent, de manière mécanique, nous avons tendance à produire les moyennes dès que nous avons ces statistiques, mais on ne regarde pas concrètement qu'est-ce que ça vaut ces statistiques-là, au-delà de la valeur qui caractérise de cette moyenne. Alors, avant-dernier point, c'est les perspectives. Ce que je vois et qui est très heureux, c'est que les perspectives sont très heureuses. Je pense que par rapport au développement de l'environnement statistique, mais aussi par rapport à la demande, je le disais tantôt, à la question de la demande sociale de la population, de la demande des politiques sur les statistiques. Alors, à ce point-là, peut-être un dernier problème à éluder, c'est la question, au niveau mondial, la Charte des Nations Unies sur les statistiques. Au niveau africain, nous avons ce qu'on appelle la SACHA, donc la Charte africaine des statistiques, qui a sa deuxième version. Et l'un des principes consacrés pour les statistiques, c'est la question de l'indépendance des statisticiens. Je pense que la plupart des pays africains, particulièrement dans le sud de la CEDEAO et de l'UEMOA, il y a une prestation de serment qui est faite pour certaines fonctions statistiques. Mais malheureusement, elle est mise à rude par les politiciens. Récemment, au mois de juin, nous avons accueilli le professeur Absalom Fall, a été sollicité par un certain nombre d'institutions nationales de la statistique de la région. Nous avons accueilli en particulier pour analyser les données sur les conditions de vie des ménages, notamment nous intéresser à la question de la pauvreté multidimensionnelle. On a passé une quinzaine au laboratoire à Dakar et nous avons élaboré plusieurs modèles, plusieurs des scénarios d'estimation de pauvreté multidimensionnelle. Parce que nos pays sont très avancés avec les FMI de la Banque centrale pour la question de la pauvreté monétaire, c'est assez suivi, mais la question de la pauvreté multidimensionnelle, c'est encore embryonnaire. Alors, nous avons fait les premières estimations et des mémoires. Dans ces pays, je ne vais pas citer le nom, mais dans ces pays, la pauvreté monétaire est estimée et publiée partout qu'elle est de l'ordre, par le gouvernement notamment, qu'elle est de l'ordre de 43%. Mais lorsque nous avons estimé la pauvreté multidimensionnelle, suivant les modèles, selon les estimations, elle varie entre 51 et 60%. Et la première remarque des statisticiens qui étaient présents, c'est de dire, mais comment on va vendre ça au Premier ministre? C'est impossible. Et pourtant, c'est leur serment et leur fondement de l'approche, c'est de respecter ce que disent les données. Mais on a passé toute une journée sur la question déontologique des statisticiens,
pour leur dire, c'est de prendre leur courage à deux mains. Et les statisticiens doivent rester en sciences sociales ou ailleurs pour dire que voici ce que disent les données maintenant, c'est avoir le courage d'affronter ces chiffres-là. Mais parce que, particulièrement pour nous, la question des statistiques, elle n'est pas intéressante en elle-même, elle est intéressante juste pour permettre d'améliorer les conditions de vie des ménages. Donc, si on ne traite pas de manière suffisante, de manière honnête les données, il y aura des problèmes qui seront observés au niveau de la l'histoire des politiques. Alors, les derniers deux points en souci de perspective, pour moi, la question de la mutualisation des ressources en statistique est très importante aujourd'hui. Chacun est dans son coin, chacun collecte des données, alors qu'il y a des données qui sont collectées ailleurs, qui permettent d'éviter d'autres collectes supplémentaires, donc un certain nombre de gaspillage des ressources. Il faudrait travailler ensemble. Nos États ont mis en place, et ce qui est très heureux également, ce qu'on appelle les centres statistiques nationaux, les SSN. Il faudrait s'y intégrer et voir dans quelle mesure, soit les résultats ou encore les données nouvelles sont nécessaires. Donc, l'autre perspective qui me semble heureuse, c'est la question des erreurs aussi inquiétantes, c'est la question des big data et surtout de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on produit beaucoup de choses, mais il y a des questions éthiques, il y a des questions de confiance, il y a la question de source, et également la question de transparence, un certain nombre d'informations qui sont produites par ces outils. Mais il faudrait y faire, parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès, seulement il faut trouver des moyens de rendre ces progrès-là techniques adaptés à l'époque. Donc, pour finir, deux peut-être des idées à retenir. Pour moi, donc, l'univers des possibles de l'utilisation des statistiques et des sciences sociales est infini. Il y a un certain nombre d'opportunités qui se créent tous les jours et des sujets de recherche sur lesquels on ne peut pas travailler par le passé parce qu'on n'a pas de données. Mais maintenant, l'outil informatique nous permet de collecter les données rapidement, des données nouvelles, des données qui sont très grandes, qui sont géoréférencées, qui sont des données temporelles, et c'est des opportunités nouvelles d'analyse. Il faut du courage, il faudrait éviter les risques de première espèce, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, alors qu'on a la bonne solution du bon, nous prendre la mauvaise, c'est très important. Et au finish, il est important de garder, particulièrement en sciences sociales, mais ailleurs aussi, que, comme je le disais tantôt, il faut trouver une approche qui va nous permettre d'améliorer ou de produire des statistiques servent d'un outil efficace pour produire des connaissances qui vont permettre un développement macroéconomique rapide de nos pays et aussi un épanouissement individuel des individus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un petit résumé de ce qui a été abordé, c'est vraiment assez profond. Une première. Vous avez d'abord passé en revue les concepts de statistiques, les concepts de sciences sociales et autres. L'usage des statistiques en sciences sociales et quelques perspectives que vous avez dégagées en fait de partie. Alors, nous allons revenir peut-être après sur les approches hypothético-déductives, le rôle des indicateurs qui sont souvent passés sous silence en statistique. Les chiffres en sciences sociales qui, on se demande si vraiment ils traduisent une réalité sociale, c'est ce que vous avez posé comme problème. Les fonctions et les techniques traditionnelles de ces chiffres en sciences sociales, le problème de la collecte des données, le problème du traitement des données, le problème de la description, de la caractérisation des données, comment comprendre, comment représenter, comment modéliser toutes ces informations et comment avec ces données-là, arriver à prévoir, à faire une prospection, à faire ça revient à la modélisation. Donc cette représentation qui n'est pas une réalité des données. Donc les problèmes de corrélation entre les variables sociales, très difficile, comme vous l'avez expliqué, très bien expliqué d'ailleurs. Les applications directes, les applications concrètes, pratiques de ces chiffres en sciences sociales, aborder l'aspect études spatio-temporelles, comment on arrive à étudier dans le temps et dans l'espace ces phénomènes sociaux, comment on les représente, comment on fait le suivi, comment on fait l'évaluation de toutes ces données, de toutes ces politiques, de toutes ces représentations de données, de chiffres, de valeurs, de variables, etc. Dans la réalité des faits. Les problèmes de valeurs de référence, quelles sont les valeurs de référence, quelles sont les références qui permettent déjà d'apprécier la qualité de l'information que vous voulez représenter par des chiffres. Quelle est la valeur des cibles? Il y a la valeur des références, il y a la valeur des cibles, il y a la fiabilité qui revient tout le temps, la crédibilité de toutes ces informations qui sont représentées officiellement, les statistiques officielles et autres, la valorisation, le partage du savoir des statistiques,
énormément d'informations. Vous avez soulevé la relation problématique et multivariée entre les statistiques et les sciences sociales. Donc, énormément d'informations qui sont intéressantes. Vous avez terminé par les contraintes et les précautions à prendre par rapport à ces données. Il faut prendre beaucoup de précautions. Des données qui sont des données de qualité. La question se pose. Beaucoup de biais pour déjà mettre en place ces données, pour aller les collecter. Donc, forcément, on revient toujours à la qualité, à est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est tout tourne autour de ça. Et c'est très intéressant de voir vraiment les statistiques sous cet angle-là. Beaucoup de problèmes de biais au niveau des méthodes même de collecte qui posent des problèmes d'échantillonnage. Donc, vous êtes revenu sur le recensement. On fait un recensement, mais bon, on se pose beaucoup de questions. Si je reviens sur l'exemple qu'il a donné, combien de personnes ici ont été recensées? Si on faisait là un petit sondage, je pense que ça poserait beaucoup de questions. On ne va pas revenir sur ça, mais ça pose quand même pas mal de questions autour de la pertinence des données et justement de la pertinence aussi des résultats. Pertinence qui va revenir sur le modèle, sur la modélisation des données. Vous avez donné l'exemple de la modélisation des données qui pose problème. Le modèle est déjà faux, parce qu'il disait, comme disait l'auteur que vous avez cité, tous les modèles sont faux, seulement certains sont utiles. Donc ça pose un problème. Donc si on se base sur des modèles qui sont par défaut et au départ faux, donc quelle est la valeur vraiment des résultats qu'il faut en tirer? Beaucoup d'interrogations sur la moyenne, qui est, c'est vrai, c'est une des valeurs les plus utilisées. Une des variables les plus, on parle de moyenne partout. D'ailleurs, au niveau de l'éducation, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, partout, donc on évolue à partir de la moyenne. Mais quelle est la valeur de la moyenne? C'est une autre question qui est intéressante, qu'il a soulevée. Pourquoi on n'a pas utilisé la médiane? Pourquoi on n'a pas utilisé d'autres? Mais c'est pourquoi la moyenne qui pose vraiment un problème. Et vous avez maintenant, sur le plan institutionnel, cette charte africaine de statistiques, je pense que ça mérite peut-être de mettre le doigt dessus ou donner un peu plus de... Et je pense qu'un petit clin d'œil au professeur Abdou Salam Sall, il a parlé de la pauvreté multidimensionnelle. Je pense que ce travail, professeur Abdou Salam, bon, je vais peut-être tordre le protocole, mais on lui donnera le temps de dire un mot sur cette... enfin, ça nous intéresse de savoir comment s'est fait cette étude sur la pauvreté multidimensionnelle à partir des valeurs statistiques et autres. Enfin, il a terminé par les perspectives qui soulèvent le problème de la mutualisation des ressources, les big data, l'intelligence artificielle, énormément de points d'interrogation qui ont été posés là-dessus, et aussi le caractère vraiment infini de l'utilisation des statistiques en sciences sociales. Je ne vais pas être plus long. J'ai donné la parole au professeur, au docteur Babacar Diagne, qui est le discutant de cette première conférence sur les statistiques dans les sciences sociales. Quelques pistes pour une utilisation réussie. Je remercie toute la communauté universitaire qui est donc ici présente. Mais je devrais commencer par remercier l'International Research Network de m'avoir, comme le dit mon ami Babacar, sorti de mon confort, de venir participer à ce page. Donc, en tant qu'historien, je crois que je vais exploiter amplement les informations données par le professeur Moussa pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait appliquer à cette science dont il a parlé, donc ça dégage tous les contours dans le domaine de l'histoire. Donc, je vais moi faire un petit rappel sur l'utilisation des chiffres, n'est-ce pas, dans l'espace colonial, n'est-ce pas, et également aussi dans le deuxième temps, je vais essayer de donner un exemple concret sur tous les aspects sur lesquels parle le professeur Moussa quant à la collecte et à l'exploitation de ces données chiffrées dans la ville de Saint-Louis, la Mosson. Donc, je disais que les documents chiffrés, moi je parle de documents chiffrés, n'est-ce pas, dans mon travail, dans ma communication. Donc, ils occupent une place privilégiée
dans les sciences sociales, comme l'a expliqué et commenté tout à l'heure le professeur Moussa. Il donne aux chercheurs, l'historien, le sociologue, le démographe, des instruments pour valider d'une certaine manière les analyses qu'ils font et permettre, dans l'étude de phénomènes de longue durée, de dégager une tendance générale dans le comportement des sociétés. Alors, l'histoire coloniale a cet avantage d'avoir laissé une marque de documents écrits. Donc, la plupart étaient des documents chiffrés. Ces informations économiques offrent aux historiens que nous sommes une marque de données les permettant de tracer dans ces grands contours l'organisation administrative, économique et sociale dans l'espace dans lequel la France a exercé son autorité. Alors, elle demande cependant une analyse pointue et critique pour dégager la trame, les enjeux, les supports émotionnels et idéologiques en un monde d'histoire dans son sens le plus achevé. Alors, les documents chiffrés d'origine européenne sont apparus dans la Sénégambie vers le XVe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où les voyageurs, n'est-ce pas, commençaient à sillonner les océans et les mers pour découvrir, n'est-ce pas, le nouveau continent. Au moment où les premiers navigateurs jetaient les amarres sur nos côtes, alors ils appréciaient les distances entre les fleuves de l'intérieur et la côte dans la perspective d'échange avec le cœur du continent. Les distances nautiques pour situer sur la carte les différents points de relâche. Donc, nous donnerons ainsi des informations chiffrées sur ces lieux, leurs coordonnées géographiques, leurs dimensions et leur peuplement. Donc, ce sont ces indications qui vont permettre à l'historien de localiser les différents couloirs, de décrire l'évolution spatiale et démographique et d'avoir des informations sur les peuples avec qui il entrait en contact. Plus tard, avec le début et le prolongement de la traite des esclaves, les acteurs de ce commerce donneront des indications sur le tonnage des navires, le nombre de personnes transportées, leur sexe, leur âge, données majeures pour faire la typologie des esclaves et quantifier les transferts de population de l'autre côté de l'océan. D'autres indications se révéleront particulièrement riches d'informations pour la connaissance de cette Afrique précoloniale. Le prix d'échange de l'esclave, le niveau de consommation de l'eau de vie dans les différentes contrées, l'état de l'économie avec l'achat des faux ou des céréales par les navigateurs, l'évolution de la métallurgie, du fer, de l'armement, des habitudes vestimentaires et alimentaires. Donc, a priori, ce sont des informations qui n'étaient pas destinées à des exploitations statistiques, mais ce sont des informations qui étaient utiles pour le navigateur, qui étaient utiles pour le commerçant, qui étaient utiles pour le traitant, n'est-ce pas, et qui permettaient, n'est-ce pas, la réduction de comptes à ceux qui les avaient engagés et envoyés sur le terrain. Donc, ce sont des documents, n'est-ce pas, qui sont donc à la disposition de l'historien et que donc l'historien exploite et à partir donc desquels il peut effectivement donc tracer non seulement le poids de l'esclavage, le poids des transferts, mais également avoir une idée plus précise sur l'état de communauté où effectivement donc c'est cette fonction humaine. Alors la documentation se multiplie et se densifie avec l'implantation pérenne, donc avec l'implantation coloniale. Les agents des compagnies, parce que dans un premier temps, on parlait de compagnies commerciales jusqu'au début du XIXe siècle où il y a une administration
n'est-ce pas, avec à la tête un commandant et plus tard un gouverneur. Mais auparavant, c'était des compagnies commerciales, n'est-ce pas, qui régentaient ces corps-là et qui nous donnent ces délégations. Donc je disais que la documentation passait dans ce pays à cette information pérenne. Alors les agents des compagnies commerciales ont donné donc de plus amples informations sur leur possession et également sur les terres avoisinantes, l'intervalle des seuls combats. Alors celle-ci commence à Saint-Louis, donc l'implantation, parce que comme on parle de la Sénégambie, et bien donc l'implantation coloniale commence donc à Saint-Louis, vers la fin, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Seulement donc en 1659, n'est-ce pas, où les colons vont s'installer, n'est-ce pas, à Saint-Louis. Alors, l'historien donc trouvera, à partir de cette date, une riche documentation, chiffrée, pour exercer son métier. En plus des documents statistiques que l'administration était tenue de mettre à jour et de remonter à la métropole, les agents, les compagnies et les négociants faisaient le bilan de nos opérations commerciales. Ils reposaient exclusivement sur les chiffres qu'on transposait sur des livres de compte. Alors, les archives nationales ont classé dans différentes séries des indications sur la population, le commerce, le revenu des habitants, le nombre d'électeurs, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le salaire qui a été payé aux lactos, aux pileuses, en tout cas au personnel qui était, n'est-ce pas, embauché pour des prestations communales. Bref, donc une masse d'informations qui vont rendre plus aisée et plus facile la description des cités et également de leurs habitants. Mais, qu'en est-il? Je reviens donc à la question posée par le professeur Moussa. Qu'en est-il de la fiabilité de ces informations? Elle nous indique a priori la perception que l'administration avait de sa circonscription et de ses administrés. Elle nous informe sur les efforts déployés pour la protection et la conservation de l'espace face à d'autres concurrents européens. L'historien donc spécialisé dans la monographie des villes coloniales aura beaucoup de matière qu'il faudra donc manipuler avec de la clairvoyance et de la finesse. Alors, la population de Saint-Louis, que je prends donc pour exemple, est donc régulièrement décomptée à partir du milieu du XIXe siècle et analysée. Parce qu'avant cette période, on a des indications chiffrées sur la population. Blanchot a donné une idée, Boët a donné également une idée. Donc en fait, il appréciait de façon assez générale, n'est-ce pas, le chiffre de la population, qui est estimé bizarrement entre 9 000 et 10 000 habitants. Pendant toute cette période, entre le début du siècle et le milieu du siècle, n'est-ce pas, la population n'a pratiquement pas varié. Mais à partir de 1853, il va y avoir, n'est-ce pas, des recensements. Donc, c'est qui donne une population à peu près de 13 000 habitants pour la ville de Saint-Louis. Et cette évolution va, n'est-ce pas, évoluer, cette évolution va être relativement lente, donc pendant une assez bonne période, on va s'en parler. Alors, donc, je disais que l'historien, donc, spécialisé dans la pornographie, donc, on a besoin, n'est-ce pas, de beaucoup de clairvoyance et de finesse. Donc, à propos de la ville de Saint-Louis, qui était donc régulièrement décomptée à l'époque, alors la plupart de ces témoignages donnent des informations chiffrées. Donc, pas seulement sur son nom, mais également aussi donnera des indications chiffrées sur sa composition, son statut, ses activités. Les séries CAM, par exemple, sur l'esclavage, la main-d'œuvre, E sur les conseils et les assemblées, D sur les correspondances,
la sous-série 13G, sur de l'acte administratif et politique, la série J sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement, la série également aussi sur le sur le recensement, donne une masse d'informations chiffrées nous permettant de décrire et de voir la dynamique de son évolution. Dans le tableau sur la composition de la population, on distingue parfaitement les différents groupes raciaux qui étaient recensés dans la ville, avec les blancs, les mulâtres et les noirs. Ces indications nous sont précises, même quand il s'agit de ces blancs, de ces mulâtres, de ces noirs, qui étaient d'une manière ou d'une autre liés à l'administration coloniale. Les populations des quartiers pour autant, comme dans toute Guerre, Péniguel, Sordon, échappaient souvent à cette réponse. Et dans l'étude sur le statut des populations, le recensement de la population servile soulevait beaucoup de difficultés. Le recensement de cette population soulevait beaucoup de difficultés parce que les déclarations faites devant l'officier en charge de cette mission ne traduisaient pas toute la réalité de la situation. Parce que le statut de l'esclave, de la famille, différait souvent de la perception que le gouvernement en avait. Celui-ci était un sauveur qui vivait en toute liberté dans la possession familiale. On n'osait pas le vendre, mais qui était au bas de l'échelle sociale. Il arrivait également souvent que l'habitant refuse son recensement de manière délibérée pour ne pas donner l'impression d'avoir sciemment violé les dispositions de l'administration coloniale. Par exemple, après la reprise de la colonie en 1817, l'administration coloniale décida d'interdire l'introduction de l'esclave dans la ville de Saint-Louis. Il est arrivé que les populations continuent à avoir cette pratique. Et dans ce cas de figure, donc, ils ne peuvent pas accepter qu'on recense, n'est-ce pas, les gens qu'ils avaient introduits dans la ville de Saint-Louis. Donc, c'est de façon délibérée, n'est-ce pas, que les populations refusaient de donner, n'est-ce pas, des indications chiffrées sur les populations qui étaient en leur possession. Et ils donnent souvent comme argument des mythes, comme quoi le fait de recenser pouvait amener un grave danger, n'est-ce pas, chez ces populations. Alors, on signale donc très rarement les esclaves qui étaient entre les mains de ces populations. Par contre, ceux qui étaient loués par l'administration coloniale pour les travaux dans la ville et qui étaient classés dans la rubrique des affranchis ou des engagés à temps, les engagés à temps, c'est la formule, n'est-ce pas, qui avait été choisi au lendemain de la reprise de la colonie, pas pour, par euphémisme, parler de ces esclaves-là, mais qui étaient donc engagés pour une durée donnée. Donc l'administration interdisait, n'est-ce pas, l'introduction de nouveaux esclaves, mais acceptait, n'est-ce pas, que l'on engage des gens de l'intérieur, mais pour une durée donnée. Donc ces gens qui étaient donc déclarés officiellement et qui étaient utilisés par l'administration coloniale étaient donc souvent recensés. Parce que ce sont les populations, et ne l'oublions pas, qui possédaient ces gens, ces personnes, les louaient à l'administration coloniale. Et ce n'est pas seulement les Sénégalais qui les louaient. Il est arrivé que les populations, par exemple, des contrées voisines, comme les populations de Gagnon, avaient souvent des esclaves dans la ville de Saint-Louis, qu'ils confiaient à leurs parents saint-louisiens et qui également étaient loués à l'administration coloniale. Alors, il arrivait cependant que dans les actes notariés, l'on tombe sur des cas de l'aide et de donation à les tiers des personnes privées de liberté. Donc ces fonds collectés et exploités
donne des indications sur l'état de la captivité dans la vie, mais sans en connaître les véritables contours. Et les documents chiffrés détenus par les personnes libérées sont rares sur cette question. Les esclaves libérés, rachetés ou affranchis, avaient par des libertés, des certificats de liberté que l'on trouvera dans les archives. Mais cependant, les rapports de l'autorité sur les affranchissements permettent de classer la captivité dans la vie et de dresser des statistiques. Et c'est ce qui nous permet de voir l'état de la captivité dans la vie et également aussi la caractéristique de cette population, également aussi de répartition au sein de la population. Et donc, voir quelle est la catégorie de personnes qui est le plus esclaves et également aussi d'avoir une idée sur le nombre de captifs qui pouvaient être entre les mains de ces populations. Donc, l'exploitation des données chiffrées, en conclusion, occupe donc une place de plus en plus importante dans le travail de l'historien. Elle constitue une avancée majeure dans la méthodologie et l'épistémologie de l'histoire. Les données chiffrées facilitent le travail de l'historien, lui donnent de la matière et offrent des perspectives à ses travaux, en ce sens qu'elle lui permet de décrire et d'expliquer un phénomène dont on peut saisir l'ampleur que dans un champ plus vaste. Mais l'exploitation requiert de sa part une bonne dose d'objectivité et de professionnalisme. C'est là où le métier de l'historien se révèle dans sa plénitude. Donc, nous terminerons certainement dans le cas des perspectives, par dégager une piste. Au regard de l'importation des chiffres et des statistiques dans des faits coloniaux, il serait bon que dans la formation des historiens, que l'on dit associatif, en tout cas que l'on dit indicatif, disons, des cours, des enseignements sur les statistiques, sur l'exploitation des statistiques. Je crois que donc ce serait de notre point de vue, n'est-ce pas, une démarche louable qui permettrait donc de faire avancer la recherche en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Approche historique de statistiques et des chiffres qui a rappelé l'utilisation des chiffres à Saint-Louis, à la période coloniale, des chiffres qui donnent aux chercheurs les instruments, les documents chiffrés, beaucoup de documents chiffrés déjà au niveau de l'organisation administrative coloniale, au niveau de l'organisation administrative et sociale coloniale, aussi bien au Sénégal qu'en Gambie, dans la Sénégambie. Des données qui ont été utilisées par les colons, qui ont beaucoup fourni de données chiffrées, des données de positionnement, de référence, vous avez parlé de références géographiques, qui permettaient de localiser l'ensemble des cités, l'ensemble des comptoirs qu'ils ont eu à conquérir, la localisation des peuples qui s'y trouvent, des chiffres dans tout ce qu'ils ont eu à traiter au moment de la traite des esclaves, le tonnage, donc les âges, tout revenait à des chiffres. Donc les chiffres sur les sexes, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre d'esclaves, le nombre de... etc. Donc partout on a trouvé pratiquement des chiffres, les prix de ces esclaves, tout ce qui tournait autour de l'économie, les documents chiffrés sur etc. En fait, vous avez rassemblé là des informations qualitatives et finalement qui se retrouvent quantitatives. Donc des informations qualitatives sur la population, la typologie de la population, la description de la population, la diversité de la population, tout ce qui compose ces informations qui sont qualitatives quelque part, mais que l'on retrouve à chiffrer, que l'on retrouve à évaluer, que l'on retrouve à ranger dans une documentation riche et que vous avez considéré comme une documentation riche et chiffrée. Un bilan opérationnel de toutes les opérations plutôt commerciales
commercial, la population, le commerce, les revenus, etc. En fait, tout ce qu'on peut résumer par une sorte de monographie vraiment historique de ces documents monographiques de l'histoire, par des décomptes de la population, par tout ce que vous avez donné. Vous avez parlé des premiers recensements de Saint-Louis, je n'avais pas l'information, mais vous avez donné justement cette information qui revient à ce que disait le professeur Moussiano. C'était justement la qualité de ces informations. Parce que le premier recensement fait à Saint-Louis, vous dites que ça concernait qu'un noyau de l'espace de Saint-Louis. Donc la Lampe de Barbarie n'était pas recensée, les quartiers périphériques n'étaient pas recensés, le recensement s'est limité à une portion de la ville et ne concernait pas toutes les qualités, toute la population. Donc il fallait être d'un statut pour être recensé. Les esclaves n'étaient pas recensés. Il a fallu batailler pour recenser les affranchis. Donc énormément de questions qui reviennent à ce que disait le premier conférencier sur la qualité de l'information, les références de l'information, comment on est parti, sur quoi on est parti et comment on est arrivé à ajouter, à compléter, à valoriser, etc. toutes ces informations. Enfin, vous avez parlé de cette répartition spatiale, justement, ces recensements, mais aussi ces actes notariés qui ont apporté une valeur chiffrée des documents. Donc des actes qui ont permis d'identifier déjà les propriétés terriens et autres, l'état de la captivité, les statistiques des captifs, des affranchis, des esclaves, etc. Et vous avez terminé par une perspective, c'est l'enseignement justement de ces statistiques qu'il faudrait encourager, qu'il faudrait promouvoir. Voilà, je pense que en résumé, on ne peut pas résumer tout ce que vous avez dit, mais on va juste se limiter à ça. Et je vais donner la parole au professeur Amadou Tidjane Ndiaye. Et je pense que c'est ce que le professeur Babacar Fall avait souhaité. Le professeur Amadou Tidjane Ndiaye. Je tiens d'abord à me présenter parce que je suis un intrus dans cette communauté. Parce que je suis juriste, ce qui n'est pas nécessairement une qualité. Et il y a quand même des rapports assez distants entre le droit et les statistiques. Et aucun des intervenants n'a mentionné les sciences juridiques dans l'utilisation des statistiques. Et soit la science juridique est une science sociale à part ou bien une science tout court. Et je pense que c'est tout un ensemble de débats aussi qu'il faut organiser pour essayer de comprendre un peu la place des statistiques dans les sciences sociales. Alors, je suis ici, je pense, grâce à la générosité de Babacar, mais c'est surtout parce que mon ami Salam m'a hébergé au niveau du laboratoire de l'ARTES. Vous voyez bien la cohabitation entre un juriste et des sociologues, et combien on est surtout dans la provocation. Et je l'ai dit très souvent que la statistique, c'est la magie des temps modernes. Vous êtes en train de mettre au chemin des magiciens. Donc, et vous n'aidez en rien le président de la République pour la résorption du chômage parce que vous êtes en mesure maintenant de prédire l'avenir. Et c'est la formule de Soufiane que nous disent les données et je dirais même que nous disent les colis. C'est à peu près la même chose. En fait, je suis jusqu'au bout de la provocation et je suis assez provocateur par rapport à ces différentes questions parce que nous sommes toujours ensemble. Alors, quelle utilisation des juristes ou de droit fait des statistiques. Nous avons une première série d'utilisations, c'est la statistique comme science auxiliaire du droit, ou les données comme des sciences auxiliaires du droit. Ce n'est pas que la codification est précédée par des études statistiques, mais il y a une utilisation des statistiques pour l'élaboration d'un corps de règles déterminées. L'approche juridique consiste à dire voici comment vous devez vous comporter. Et les données statistiques nous disent telle est la réalité. Les juristes nous disent que je ne suis pas d'accord avec la réalité, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Et ce qui fait qu'il y a une forte distorsion entre le contenu d'une norme et les renseignements que nous donne la statistique. Juste quelques exemples. Vous descendez du pont, vous voyez quelqu'un
qui vous vendent un médicament capable de tout soigner. C'est exercice illégal de la médecine, il y en a partout dans le pays. C'est ça la réalité du pays. Les gens qui se marient, il n'y a aucun acte d'état civil. Il est obligatoire de faire la déclaration. L'acte de naissance, il est obligatoire de faire la déclaration. Donc, vous avez tout un ensemble de renseignements fournis par des données statistiques et qui sont en contrariété avec le contenu des normes qui régissent le comportement de la société. Alors, la question qu'il faut se poser en ce moment, est-ce que la norme juridique doit se conformer au comportement des gens ou bien elle doit imposer un type de comportement qu'on pense conforme au développement de la société? Effectivement, c'est deux approches qu'il faut envisager, deux approches dont il faut tenir compte. Et globalement, dans nos pays, effectivement, dans la démarche de codification, on utilise nullement la statistique. Elle n'est pas du tout présente. C'est un type de comportement qu'on a en l'esprit et qu'on pense pouvoir imposer aux populations et qui est de nature à promouvoir le développement et à mettre en place des sociétés plus solidaires qui sont codifiées dans les règles sans aucune prise avec la réalité. Et c'est ce qui explique qu'on soit en face d'une ineffectivité générale de la norme au Sénégal. Donc, c'est un ensemble de dispositions qui sont prises et qui résultent d'un mimétisme extérieur et qui s'expriment à travers des règles dont la langue d'expression et le contenu conceptuel ne correspondent pas à ce que nous vivons. Et c'est la raison pour laquelle il est important, et ça c'est peut-être ma façon de dégénérer avec l'âge, en force de fréquenter les sociologues, qui m'amène à devenir moins légaliste maintenant. C'est-à-dire que moins légaliste, ça signifie quoi? Ça signifie poser la question suivante, quelle solution il faut avoir face à un tel type de problème. Et non pas aller chercher la solution ailleurs, dans une langue qui n'est pas montre, à travers des concepts, des notions et des catégories juridiques dont nous avons quelques difficultés à déterminer le contenu. Prenez juste l'exemple, la dot. Dans le mariage, c'est dans le code de la famille, mais en termes de contenu conceptuel, ça n'a rien à voir avec la dot au sens français. Au sens français, c'est la femme qui dote son mari. C'était une belle époque où on est bien aimé que ça continue. Mais ici, nous avons le mari qui dote. C'est l'islam qui nous impose ça. Donc, ce n'est pas une contrepartie, c'est une valeur symbolique. Vous voyez combien la codification peut être utilisée pour éventuellement améliorer l'ineffectivité globale de la norme juridique. Deuxième aspect de l'utilisation de la norme juridique, quand les juristes veulent réformer, ils ne vous disent pas quelles sont les statistiques, ils vous disent qu'il est de jurisprudence constante. Il est de jurisprudence constante, ça veut dire que l'ensemble des décisions que nous avons rendues sur cette question va dans tel sens. Donc, la loi ne va pas dans ce sens, nous allons modifier la loi pour aller dans le sens de la jurisprudence. Mais c'est en un temps T. Et alors, ça veut dire que quand on dit qu'il est de jurisprudence constante, cela signifie au moins que toutes les données statistiques tendent à dire que le contenu de la loi n'est pas conforme à ce que nous en pensons. Donc, il faut changer. Donc, premièrement, codification qui n'est pas utilisée pour élaborer des normes, et codification modifiée en tenant compte des différents modes d'application de la règle au sein d'une société. Alors ça c'est le premier aspect. Le second aspect, les statistiques deviennent objets de codification. Les statistiques deviennent objets de codification. Et ça, j'en discute souvent avec Salah, il était moi. Je lui dis, mais vous passez votre temps à produire des données. Vous y mettez des moyens. Vous y mettez beaucoup d'argent, énormément d'énergie. Je vous vois souffrir pour essayer de trouver de la cohérence à tout ce que vous faites. Et après, c'est un accès libre. Chez nous, les juristes, quand c'est gratuit, c'est suspect. Et c'est la raison pour laquelle on constitue une base de données avec l'application des droits de la propriété intellectuelle sur les données statistiques. Et cette propriété intellectuelle permet à l'auteur de la base de données de s'en approprier le contenu et d'en disposer avec ou sans contrepartie, en tout cas selon la destination qu'il pense conforme à ce qu'il a voulu ainsi élaborer. Donc c'est un des premiers aspects, c'est un objet de codification. Et dernier point, je ne serai pas long en ce il faut utiliser une belle formule, comme disent les données. Voilà,
tendance à dire juste que nous disent les colis, que nous disent les statistiques. Qui élabore les statistiques? C'est cette magie des temps modernes qui rend les statistiques suspectes à l'égard d'un juriste. Et elles sont suspectes parce qu'on ne sait pas comment elles sont élaborées. C'est pas notre métier d'ailleurs d'élaborer des statistiques. On ne sait pas comment elles sont élaborées, on ne sait pas comment elles nous parviennent et on ne sait pas exactement comment elles sont utilisées. Mais on a deux disciplines qui utilisent énormément les statistiques. La première discipline, c'est l'assurance. Alors, pour fixer le montant d'une assurance, ou assurance vie, assurance véhicule, quelle que soit l'assurance, vous avez nécessairement besoin de statistiques. Si c'est une assurance vie, vous avez intérêt à ce que celui qui souscrit l'assurance vie ne meure pas très tôt. Parce que ce sont ces primes qui permettent de verser le capital aux bénéficiaires. De la même façon, quand vous avez un système de sécurité sociale, vous avez intérêt à ceux qui ont pris la retraite ne vivent pas jusqu'à 150 ans. Parce que ce sont ceux qui travaillent qui cotisent pour eux. Donc, vous avez l'utilisation des statistiques pour essayer de déterminer le niveau de cotisation à partir duquel on atteint les équilibres sociaux. Donc, c'est l'ensemble des contrats aléatoires qui permettent, à partir des statistiques, de diminuer la ligne. Et à ce titre, les statistiques sont une vérité juridique. Absolument une vérité juridique. Deuxième catégorie, deuxième domaine d'utilisation des statistiques en droit, c'est en droit du travail aussi. On utilise énormément les statistiques à ce moment pour voir un peu le taux de chômage. Quand est-ce qu'on atteint le plein emploi, quelles sont les règles qu'il faut élaborer en ce sens. Donc, en conclusion, et ce que le droit a par rapport aux statistiques et mon expérience personnelle par rapport aux statistiques, c'est un rapport extrêmement distant à l'égard des statistiques. Parce qu'ils ne savent pas comment c'est élaboré, ils ne savent pas comment l'utiliser. Et deuxièmement, quand c'est absolument nécessaire, on demande aux sociologues, aux anthropologues, de nous aider à comprendre quelque chose et puis nous prenons nos décisions par rapport aux résultats que nous souhaitons attendre par rapport à la publication. Alors, merci beaucoup de m'avoir associé et de m'avoir permis de faire des réflexions naïves comme juriste. Plus tard, il a été directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est de cette manière qu'à la fin de son mandat, on a opté sur Dakar. Voilà, donc il est bien placé pour avoir supervisé le fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur. Je voulais aussi faire un clin d'œil à mon ami Abou Thiam, avec qui j'ai fait le lycée fédéral et avec qui on a chanté et dansé durant nos jeunes âges. Voilà. Il m'apprenait à chanter, mais c'est lui qui chantait. Nous dansions. Non, je voulais dire, sur les statistiques, le Dr Soufiano a bien terminé sa présentation en montrant les perspectives qui sont des perspectives très heureuses parce que justement le point noir que tu signales maintenant est relativement dépassé parce que pour toutes les collectes de données avec l'outil informatique où on peut créer des fenêtres qui permettent à tout un chacun de suivre comment les statistiques sont créées, comment les collectes sont opérées et comment les analyses sont faites. Donc maintenant, on n'a plus cette boîte noire qui est propre aux statisticiens. Tout peut se faire de manière transparente et toute institution qui commandite des études peut parfaitement, à distance, qu'il soit à New York ou à Londres, qu'il soit à Bamako ou à Abidjan, au Niger, suivre directement instantanément comment les enquêtes s'opèrent grâce aux outils informatiques, les tablettes que nous utilisons systématiquement depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà. Donc c'est maintenant ouvert et accessible à tout le monde. L'autre intérêt, c'est que les statistiques ont aussi une vocation exploratoire. Ça permet vraiment de situer les phénomènes d'un point de leur représentativité, d'un point de leur grandeur, globalement, et ça donne d'excellents résultats. Aujourd'hui, si on dit, OK, la migration pose problème dans le monde, vous regardez les statistiques, 2023 publiées, c'est 1 personne sur 30 dans le monde qui migre.
Or, le droit à la migration est un droit fondamental pour tout citoyen. Donc, si 29 sur 30 ne migrent pas, restent dans leur pays, ça donne une idée de la place de la migration dans le monde. On dit les migrants sont africains. On regarde les statistiques, les Africains, en moyenne, 2022-2023, c'est 10% de l'ensemble des migrations dans le monde. Donc, on n'est pas ceux qui migrent le plus. Au contraire. Bien au contraire. On fait même partie des peuples qui migrent le moins, comparé aux autres continents. Donc, les statistiques ont cette valeur-là de pouvoir situer de manière exploratoire les phénomènes. Maintenant, la question que vous avez posée, c'était la dimension, le caractère multidimensionnel. Là aussi, les formations de statisticiens étaient surtout orientées vers l'instantané, saisir les phénomènes maintenant, au moment de l'enquête. Et très peu avaient fait des formations pour situer les statistiques d'abord dans la durée, ensuite dans leur caractère multidimensionnel. Or, il y a des évolutions depuis maintenant une trentaine d'années, une quarantaine d'années. L'analyse multidimensionnelle est inscrite dans la perspective statistique. Cependant, dans les formations, il y a un retard et nous, on fait face à une demande et c'est le Dr Soufiane Moussa qui coordonne ce programme à l'échelle de la CEDEAO pour accompagner les pays à pouvoir développer les techniques statistiques, les analyses nécessaires pour faire l'analyse multidimensionnelle. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, analyse multidimensionnelle? Cela veut dire, par exemple, si vous êtes ministre de la Santé de votre pays, si vous voulez être efficace, vous devrez vous rendre compte que les aspects liés typiquement au biomédical, c'est 30-35% des déterminants de la santé. Strictement biomédical. Donc, si votre investissement, vous l'orientez totalement dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les dispensaires, dans l'approvisionnement en médicaments, etc., vous ne touchez que 35% des déterminants. Les autres déterminants sont le comportement, c'est les habitudes alimentaires, c'est l'alimentation, c'est les styles de vie, c'est la pollution de l'atmosphère, c'est la pollution de l'atmosphère dans les habitations, hein, au passage de la cigarette, le tourail. Ça, c'est des facteurs assez défavorables qui entraînent des problèmes respiratoires chroniques. Donc, voilà. Si vous voulez vraiment travailler, vous devrez considérer la santé dans sa multidimensionnalité. C'est à peu près ça. Enfin, l'autre élément que nous avons essayé de travailler fortement, c'est le caractère, le temps. Développer des démarches longitudinales. Les phénomènes sociaux ont besoin d'être étudiés dans le temps, dans la durée. Et ce n'était pas très compliqué. Nous avons juste expérimenté depuis maintenant 88 l'approche biographique. Les mêmes acteurs sont interrogés tout le long de leur vie sur les phénomènes qui sont étudiés. Donc c'est cette dimension longitudinale auxquelles les collègues n'étaient pas très habitués et pour lesquelles les formations se font et le Dr Soufiane Moussa est un expert en la matière et d'autres collègues, il a une dizaine de collègues au sein du labo qui travaillent avec lui, qui maîtrisent cette perspective et qui font également des formations à l'échelle de la CEDEAO pour accompagner les pays et les statisticiens pour justement travailler sur le caractère multidimensionnel et longitudinal de l'analyse de la pauvreté. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie infiniment. Monsieur Omar Tantanli, qui est historien et économiste, ancien vice-président de la BCEAO, ancien premier ministre du Mali, qui est actuellement en ligne, qui suit donc cette cérémonie. Nous avons aussi Mme Linda Siline de l'Université Howard de Washington et d'autres participants. Et nous
nous saluons l'arrivée d'une délégation de l'association Tchosan de Gandiol. Donc merci monsieur d'être là. Voilà, je passe la parole à monsieur le recteur, au représentant du recteur, Mamadou Abdoul Diop. Je pense que le professeur Salam a beaucoup insisté sur la nécessité d'une approche descriptive multidimensionnelle dans l'objet des données en sciences sociales. Parce qu'on se rend compte que ce n'est plus la statistique descriptive classique qui marche, c'est-à-dire avec Excel, etc. Mais aujourd'hui, avec les capacités de stockage en informatique, il y a de nouvelles méthodes qui interviennent, le e-learning au niveau des machines, d'accord? Il y a aussi d'autres méthodes qui interviennent de l'apprentissage par machine, aussi, vous connaissez bien ce dont je parle. Et toutes ces méthodes, je pense, sont très importantes. Et j'invite vraiment les gens à s'approprier ces méthodes et à bien suivre les formations qui sont organisées au niveau au niveau des différents séminaires qui sont organisés. Donc voilà ce que je tenais à dire et je vous remercie. Une modification de la programmation et qu'on passerait directement à la deuxième séance. Si ça ne vous dérange pas, je propose qu'on y aille, puisqu'il y a quand même monsieur qui attend depuis 11 h et qui devait intervenir à 11 h. Il était prévu à 11 h, en principe depuis 25 minutes, il attend. Bon, voilà, juste changement de décor. Voilà, on libère la table et les panélistes s'installent.